Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Pascal Obolo, bonjour. Bonjour. Tu es artiste plasticienne, cinéaste, commissaire d'exposition indépendante, activiste, féministe, fondatrice, directrice et rédactrice en chef de la revue d'art Africada. Tu es née au Cameroun, mais tu vis en France depuis plus de 40 ans. Donc tout ça, ce sont des mots, donc c'est forcément réducteur. Qu'est-ce que l'on peut ajouter pour te présenter ? Tout est dit en fait, tout est dit, mais mon activité première en fait, c'est l'activisme. Parce qu'en fait, c'est ça qui me permet, qui m'a fait faire en fait tous ces différents corps de métier. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai démarré dans les années 80, j'avais un des premiers groupes de rap qui s'appelait les Ladies Night. J'ai grandi en banlieue, je suis une jeune fille issue de l'immigration. Et quand le mouvement hip-hop est arrivé, en tout cas en France, pour les jeunes des quartiers populaires, c'était vraiment un mouvement de libération. Parce que quelque part, on pouvait exister au travers ce mouvement culturel, on pouvait s'exprimer, on pouvait pratiquer une discipline artistique, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de pouvoir se payer le conservatoire, pour pouvoir apprendre à danser, à jouer d'un instrument de musique. Et ce qui était intéressant avec cette culture hip-hop, c'est une culture en fait où il y avait une forme d'émancipation et d'autogestion aussi, dans le sens où on s'apprenait des disciplines entre nous. Mais c'est vrai que ce qui, moi, m'a toujours motivée dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était effectivement le militantisme. Et si j'ai bien compris, la banlieue dans laquelle tu as grandi t'a permis de voir que des personnes d'origine et de religion différentes pouvaient cohabiter harmonieusement. Est-ce que ça a eu une incidence particulière dans ton parcours, le fait d'avoir vécu ça, le fait de savoir que c'est possible par rapport à aujourd'hui où ça semble un peu plus compliqué ? Est-ce que tu as envie de croire que c'est toujours possible ou est-ce que c'est du passé ? En fait, moi quand je suis arrivée en France, j'ai vécu plutôt une autre forme d'exclusion et de racisme, mais qui était plutôt liée en fait à l'État. Moi j'ai grandi effectivement à Maison-Alfort, Alfortville, et je me rappelle de ce grand bâtiment, il y avait plein de nationalités différentes. Il y avait des Portugais, il y avait des Algériens, des Marocains, il y avait des Antillais, il y avait des Camerounais, il y avait des Congolais, etc. Il y avait des Français même. Et moi, quand je suis arrivée en France, pour moi c'était normal. C'était la France des années début 80. Elle était comme ça, cette France. C'était une France où on respectait l'autre, on n'avait pas peur de l'étranger, on était même curieux des cultures des autres. Je voyais en bas de chez moi, quand c'était l'été, les mamans, elles faisaient des repas. Il y avait des formes de pique-nique qui s'opéraient entre les différentes mamans. Il y en avait certains qui faisaient le couscous, d'autres le mafé. On mangeait tous ensemble et c'était une autre France. Et moi, j'ai toujours pensé que quand je suis arrivée en France, cette France-là, c'était l'image de la France, le pays des droits de l'homme, etc., etc. Mais j'ai commencé à vivre plutôt le racisme au sein des institutions, c'est-à-dire à l'école, dans les lieux institutionnels, etc. Et tout. C'est là où on m'a fait ressentir que, de par mes origines, de par ma couleur, le traitement était différent pour moi. Et tout de suite, j'ai effectivement pris conscience qu'il était important déjà de bien connaître son histoire pour pouvoir se défendre. Et donc, mais c'est vrai qu'elle est différente de la France d'aujourd'hui, qui est plutôt une France où en fait, toujours pareil, les politiques instrumentalisent en fait la population, c'est-à-dire monter les uns contre les autres, diviser pour mieux régner. Et pendant que les gens ils sont en train de se battre sur des problématiques qui sont pas, que je considère en tout cas moi, qui sont pas très importantes, pendant ce temps-là, on met des politiques difficiles pour toute la population, on réduit nos droits, on fragilise en fait la population et l'humain devient de moins en moins, on n'a plus sa place dans la société, en tout cas
qu'on est en train de construire aujourd'hui. Alors que j'avais plutôt l'impression qu'à une certaine époque, l'idée que je me faisais d'une France de pays des droits de l'homme, c'était encore possible. Aujourd'hui, on est dans une France où justement tous les droits sont bafoués. Donc du coup, c'est difficile d'avoir de l'espoir quand les gens qui nous dirigent, qui ont le pouvoir, sont plutôt des gens qui justement vont à l'encontre de ces valeurs-là. Donc c'est quoi aujourd'hui, si on cherche bien la définition, c'est quoi les droits humains que la France veut incarner aujourd'hui? Est-ce que c'est cette politique qui est mise en place, effectivement, en divisant les gens par les classes sociales, en montant les pauvres contre les pauvres, en montant les pauvres contre les étrangers, etc., etc. Est-ce que c'est ça le pays des droits de l'homme? Est-ce que c'est ça qu'on entend au XXIe siècle en termes de définition? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est problématique dans le sens où j'ai l'impression qu'on s'éloigne totalement du pacte républicain. Où on est tous égaux, on est censés tous être égaux, mais en même temps, quand on voit les politiques qui sont mises en place, c'est des politiques justement à l'encontre de cette égalité et de cette fraternité-là. Alors, quel rôle... Tu avais quel âge au moment des Ladies Night? J'avais 18 ans. Et quel rôle ont joué les Ladies Night dans le paysage musical français et dans ta vie, dans ton cheminement? En fait, Je précise d'ailleurs que Arte vient de produire ou coproduire sur Paris 8 un documentaire. Il y a des webdocs qu'on peut voir en ligne, dont un sur les Ladies Night. Ouais, j'ai travaillé en fait avec le réalisateur Pascal Tessot, qui lui, en fait, à un moment donné, était enseignant en cinéma à Paris 8. Et du coup, il y a des images d'archives que je lui ai données, tout ça pour illustrer la partie des Ladies Night. Ça, on peut le voir en ligne. Et donc, alors je reviens à ma question. Quel rôle ont joué les Ladies Night dans le paysage musical français et dans ta vie, dans ton cheminement? Étant donné qu'on était un des premiers groupes de rap féminin, effectivement, on a essayé d'impulser une forme de féminisme qui n'existait pas au sein de ce mouvement hip-hop, qui est à la base quand même un mouvement très sexiste, très machiste, etc. Et en plus, comment des jeunes filles issues d'immigration essayent d'avoir un discours féministe qui est différent du féminisme universel, du féminisme de Saint-Germain-des-Prés, et comment on peut penser, questionner un féminisme qui est plutôt en résonance avec des problématiques qui nous liaient à l'époque en tant que jeunes filles issues des quartiers populaires, étant confrontées à une forme de sexisme, de machisme venant de ce mouvement. Et c'est vrai que l'idée, c'était plutôt les textes qu'on avait à l'époque, c'était des questions quand même qui parlaient des femmes battues, qui parlaient de la liberté des corps de la femme, la non-instrumentalisation de ces corps comme des corps-objets. C'était des problématiques justement qui nous, déjà, dont on parlait dans nos textes. Et le fait, par exemple, de revendiquer le fait de pouvoir monter sur scène, sexy, etc. et tout, et non pas d'être dans le mimétisme, de s'habiller comme un homme, d'avoir des attitudes d'un homme, d'un rappeur pour pouvoir en fait se faire respecter. Nous, l'idée, c'était voilà, est-ce qu'il est possible, en gardant son identité, en étant féministe, est-ce qu'il est possible de se faire respecter dans ce mouvement sexiste et machiste? Et effectivement, on a réussi parce que en même temps, on pratiquait une des disciplines qui s'appelait le double dutch. Et le double dutch était une des seules disciplines dans le mouvement hip-hop qui était uniquement pratiquée par des femmes. Et cette discipline, en fait, c'est deux corps qui tournent l'une dans le sens inverse de l'autre. On fait en fait des mouvements de danse à l'intérieur et qui est très très difficile à faire. Et certains garçons, tu vois, qui, quand on s'entraînait avec eux, essayaient de pratiquer, se rendaient compte que c'était vraiment très très difficile. Et donc du coup, je pense qu'aussi on a acquis aussi un respect de la part, en tout cas des gens du mouvement hip-hop, parce qu'on était les premières et qu'on était super fortes dans cette discipline qui était le double dutch. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un master en cinéma expérimental? Pourquoi expérimental? Parce qu'en fait, pourquoi le cinéma même
Alors que je faisais de la danse, je faisais du rap, donc je m'exprimais par le texte. Je trouvais quand même que en fait, ces disciplines, c'est très bizarre, universelles. Alors que, en tout cas, moi, je trouvais que l'image, le langage du cinéma est un langage universel dans le sens où, quand on regarde une image, même si on ne comprend pas la langue, il y a une force, il y a quelque chose qui nous parle. Et du coup, il y a une manière en fait, de pouvoir en fait, parler à la terre entière par l'image. Et du coup, il y avait toujours cette envie de comment faire passer des idées à un plus large public. Mais au départ, quand je suis arrivée à Paris 8, je me suis inscrite en fait. J'ai fait un premier semestre en département en art, parce qu'il n'y avait plus de place en cinéma. Et effectivement, quand j'ai rencontré ce grand sociologue, Georges Lapassade, qui lui était intéressé pour étudier en fait le mouvement hip-hop, puisque la fac Paris 8, qui était à l'origine la fac de Vincennes, avait déménagé, était arrivée à Saint-Denis. Et une partie des professeurs étaient contre déjà le fait que Paris 8, Vincennes, aille en banlieue, dans le 93, etc., etc. C'était genre une forme de... un peu comme si la fac perdait de sa valeur. Alors que moi, je trouvais, avec le temps, au contraire, que c'était bien, parce que du coup, l'enseignement qui était proposé à Paris 8, il y avait beaucoup de militants. C'était assez avant-gardiste aussi. Et on avait des profs, en tout cas, où j'ai appris beaucoup de choses, qui prenaient beaucoup de risques. Moi, le militantisme, quelque part, et la manière même d'articuler une pensée militante, moi, je l'ai appris à Paris 8, en étant au contact de Georges Lapassade. Le fait que tous ces concepts qu'on travaille aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de sachant, de non-sachant, déjà avec Georges Lapassade, quand il monte le laboratoire de nos vidéos, qui fait rentrer cette culture hip-hop dans une institution comme une université, en disant voilà, moi j'ai un certain savoir en tant que prof, chercheur, sociologue, anthropologue, etc. et tout. Vous qui pratiquez cette discipline, vous êtes sur le terrain, vous avez un autre savoir. Et l'idée, c'est, voilà, on va s'apprendre mutuellement, on va monter un labo d'ethno-vidéo, un labo de recherche, où vous allez quelque part, en même temps, vous filmer, vous questionner. Et moi, je vais apprendre ainsi comme ça de vous, de ce que représente et de ce que c'est que ce mouvement hip-hop qui prend de l'ampleur dans les quartiers populaires en banlieue. Et pour moi, j'avais jamais entendu, vu cette manière d'enseigner, et même le fait de respecter cette culture aussi, et de la faire rentrer à l'université, c'était hyper avant-gardiste. Il y a quand même un des grands rappeurs comme KRS-One qui est venu faire un masterclass à Paris 8 dans les années 80, alors que dans les universités américaines, quand KRS-One est venu, il n'y avait pas encore, le hip-hop n'était pas encore entré dans les universités américaines. Aujourd'hui, ce qui est quand même bizarre, c'est que il n'y a plus, en fait, dans les universités ici en France, c'est pas un mouvement qui est enseigné ou étudié, etc. Alors qu'aux États-Unis, dans les Black Studies, Culture Studies, on enseigne le mouvement hip-hop. Il y a même des profs qui étaient des anciens rappeurs qui sont profs qui enseignent dans les universités aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Donc pour moi, il y a une forme de régression quand je vois que dans les années 80, cette espèce de liberté qu'on avait de faire entrer des gens qui venaient des quartiers populaires, dont certains n'avaient pas le bac, mais qui pouvaient quand même transmettre, enseigner des pratiques artistiques nouvelles. Moi, je vois Georges Lapassade, il a fait quand même venir il avait un ami qui était prof au département art, mais il a dit voilà, on va enseigner le graffiti. Mais comme toi, tu connais rien, tu auras un assistant c'est lui qui va donner les cours. Et l'assistant qu'il avait pris, c'était un jeune qui n'avait pas eu tout le bac. Il était super content en disant putain, je vais lui donner des cours à l'université alors que j'ai même pas le bac. Et il était fier parce qu'il disait à sa mère, voilà, moi j'ai fait le choix de devenir artiste par le street art. Et tu vois, du jour au lendemain, on me donne la possibilité de pouvoir en fait enseigner, transmettre à des étudiants en art qui, eux, ils ont le bac, etc., etc. Et ça se passait dans les années 80-90. Tu vois, et aujourd'hui, quand je vois comment les universités fonctionnent, il y a pour moi une forme de régression, de conservatisme. Et je me dis, j'ai la chance d'avoir rencontré à un moment donné dans ma vie des gens qui m'ont
Ouais, en fait, moi je crois aux rencontres dans la vie. Et les rencontres dans la vie font que ça peut t'ouvrir des portes. Ça peut aussi quelque part te faire comprendre que de ne pas parler d'une manière généraliste, tu vois, de toujours partir à partir des exemples, des vécus personnels pour pouvoir après s'ouvrir vers l'autre et s'ouvrir d'une manière plus générale. Mais c'est vrai que pour moi, l'université, la Passade, il a beaucoup compté dans le sens où on n'avait pas d'endroit, par exemple, pour répéter. Tu vois, on répétait presque tous les jeunes qui étaient dans le mouvement hip-hop. À l'époque, on s'entraînait dehors. La rue, c'était nos espaces en fait de répétition, de représentation, etc. Les mecs qui faisaient du graffiti, c'était dans la rue qu'ils vous exprimaient. Les gens qui dansaient, les gens qui rappaient, c'était dans la rue. Parce qu'à cette époque-là, cette culture, elle n'était pas considérée déjà comme une culture. Et en plus, les institutions nous voyaient un peu d'une manière... ils avaient un peu peur de cette culture et c'était considéré comme vandale. Donc du coup, impossible de pouvoir rentrer dans des institutions pour pouvoir montrer, travailler, dialoguer avec les institutions culturelles qui, quelque part, ne comprenaient pas en fait ce mouvement qui venait des États-Unis et qui ne comprenaient pas pourquoi toute une jeunesse des quartiers populaires se reconnaissait, s'emparait de cette culture pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exister. Et c'est vrai que quand la Passade a dit voilà, on fait un deal, tu viens au labo travailler avec nous dans ce labo de recherche et puis à mes cours, en échange, on va vous donner une salle pour pouvoir répéter, etc. C'était juste incroyable pour nous, c'était formidable. Mais c'est vrai que moi j'étais étudiante à Paris 8, contrairement à certains artistes, rappeurs du graffiti qui n'étaient pas étudiants mais qui venaient un peu partout, qui venaient suivre le cours de la Passade. Et c'est à un moment donné, c'est aussi Paris 8 est devenu un point de rencontre pour pas mal d'artistes, des gens comme MC Solar, des gens comme Ménélique. Tous ces gens-là sont venus et ont suivi le cours de la Passade, sont venus à Paris 8. Et du coup, l'idée c'était d'articuler une pensée sur notre culture, de pouvoir écrire nous-mêmes nos propres récits et de pouvoir écrire notre propre histoire parce que la manière dont les médias parlaient du hip-hop, c'était une manière hyper négative. Donc du coup, nous, quand on lisait dans les journaux comment on parlait de nous, tu vois, ou même c'est comment on parle de la banlieue, tu vois, comment les médias parlent de la banlieue, pour des journalistes qui n'habitent pas en banlieue, qui viennent, qui posent une caméra parce qu'il y a un fait divers, et tout est déformé, c'est toujours vu d'une manière négative, alors qu'il y a plein de choses positives qui se passent dans les quartiers populaires, des choses qui sont inventées, proposées par ces jeunes-là, mais on parle très peu de ces choses positives, mais dès qu'il y a du négatif, là, tu as tous les projecteurs qui viennent tous. Et ces questions-là, c'est des questions qu'on abordait déjà dans le cours de la Passade, en termes de représentation, en termes de comment contrer le récit médiatique par rapport à notre récit. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté alors à Paris 8, cette ouverture et cette dynamique? Qu'est-ce que c'est le moment où ce professeur s'est arrêté? C'est que le projet était porté par une personne, par Georges Lapassade, et qui était très proche de la rectrice qui dirigeait en fait l'université à l'époque. Il était très très proche en fait d'elle, puisque elle aussi elle venait de 68, etc., etc. Et donc, elle était à l'écoute de ce que la Passade faisait comme projet, comme laboratoire, comme expérience. Puis aussi, après, à un moment donné, il est parti à la retraite. Et du coup, ça s'est arrêté quand il est parti à la retraite. Et même comment la fac... Il n'y a pas eu de relève, il n'y a pas eu de successeurs qui ont non, parce que voie. Beaucoup de professeurs étaient contre le projet de la Passade. Beaucoup de collègues à lui étaient contre le fait de faire entrer cette culture à l'université, de faire venir des gens qui n'étaient pas des étudiants, qui n'avaient pas leur bac, qui venaient suivre les cours, dont certains travaillaient dans le labo de recherche, etc. Et tout. Beaucoup d'universitaires de Paris 8 étaient contre ce projet-là. Donc du coup, l'idée c'était comment mettre en place une stratégie pour que cette expérience s'arrête. Je pense que Paris 8 n'était pas du tout
fière de cette expérience-là, alors qu'à l'étranger, on nous enviait, on disait que c'était une fac avant-gardiste, etc., etc. Et même quand on voit, par exemple, ce film qui a été fait effectivement par ce réalisateur Pascal Tessot, c'est quand même l'année dernière, quand il y a eu les grèves à l'université à Paris 8, et ben une bonne partie des archives de la Passade, de ce qu'il y avait dans le labo d'ethno-vidéo, qu'on avait filmé pour justement écrire nos mémoires, nos récits, se documenter nous-mêmes, apprendre à archiver, etc. et tout, et tout ça a été jeté à une benne. C'est par hasard, pendant la grève, il passe devant une benne et il voit des cassettes H8, il y a marqué MC Solar, NTM, etc. Il dit putain, mais c'est quoi ce truc? Et il en prend quelques-uns. Il va chez lui, il regarde, il dit mais c'est incroyable, personne ne connaissait cette histoire. Et même quand on a montré le film, on a projeté le film devant des étudiants, mon assistant qui est à Paris 8, étudiant en art, il est parti voir le film. Personne n'était au courant qu'à un moment donné, dans les années 90, on a enseigné, la culture hip-hop est enseignée à Paris 8 avec des gens qui n'avaient pas le bac pour certains, qui venaient de ce mouvement et qui en même temps travaillaient, enseignaient, etc., etc. Il avait mis en place une radio, il avait mis le premier festival hip-hop dans une université. Tout ça, ça s'est passé à Paris 8 dans les années 90. Et effectivement, il y a eu plein d'archives et le fait d'avoir jeté tout ça, on sent quand même qu'il y a une volonté aujourd'hui de Paris 8 d'effacer en fait cette histoire, d'effacer cette mémoire en disant non, à un moment donné, il n'y a jamais eu cette expérience-là. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, aux États-Unis, partout, tu vois. Et c'est curieux avec les noms connus que tu viens de citer, que tout le monde ait laissé partir ça, ou alors personne n'a regardé, même les noms qu'il y avait sur les cassettes, ils ont fait des paquets. Non, je pense qu'il y a plutôt une vraie volonté d'effacer, en fait, cette expérience qui a été mise par la Passade dans les années 90. Parce que vraiment, c'était le fait de penser une autre manière de transmettre des savoirs. En disant, voilà, il n'y a pas le sachant et le non-sachant, il n'y a pas le prof universitaire qui détient le savoir et les gens qui viennent écouter, etc. etc. C'est-à-dire que moi, en tant qu'anthropologue, même repenser les méthodologies de l'anthropologie, tu vois, c'est-à-dire comment étudier l'autre, cet autre, tu vois, cette tribu issue du hip-hop. Comment je vais étudier cette tribu-là? Je ne vais pas venir, je vais aller dans la cité à côté, poser ma caméra, filmer, et puis venir mettre une voix off pour dire voilà comment il est ce sauvage, comment cette tribu de la Zulu Nation ou de la tribu hip-hop, comment elle se comporte, etc., etc. Non, je vais en fait travailler avec eux, je vais essayer de comprendre avec eux, je vais essayer de vivre comme eux, je vais les faire venir dans mon espace, et mon espace c'est l'université. Et on va travailler ensemble. Il va y avoir des va-et-vient. Moi, de temps en temps, je vais aller dans leurs espaces, dans les cités où ils produisent, etc. et tout, dans les espaces en plein air. Et on va se retrouver aussi dans mon espace institutionnel qu'est l'université. Et pour l'époque, pour moi, c'était c'était révolutionnaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui, en tout cas dans les institutions, dans les universités, qui pensent de cette manière-là. Tu vois, il y a une élite qui a un savoir et qui délivre d'une certaine manière ce savoir qui fait que je trouve plutôt conservateur, puisque aujourd'hui, vu qu'on a tous, il y a de l'internet, il y a une mémoire qui se trouve dans notre ordinateur où on a accès à tout. Je pense que les universités, il faut qu'ils réfléchissent dans la manière aujourd'hui de transmettre les savoirs, parce que même moi, je vois, tu vois, j'ai fait certains masterclass dans des universités, surtout aux États-Unis. Tous les élèves, ils ont tous leur ordinateur devant. Pendant le cours. Le cours. Dès que tu dis un nom, bim, tout le monde googleise. Tout le monde sait de quoi tu parles. Dès que tu dis quelque chose, on vérifie les chiffres, on machin, etc. et tout. Donc du coup, tu vois, c'est-à-dire que ce savoir que tu pensais être la seule ou le seul à détenir, non, puisque les étudiants, ils viennent avec une machine où tout ce savoir est dedans. Donc du coup, tu dois repenser, c'est-à-dire quel type de cours, quel type d'enseignement je vais proposer, je vais transmettre aux étudiants. Ce que je trouvais intéressant avec la Passade, c'était
plutôt donner aux étudiants des outils pour articuler leurs propres pensées. Et aujourd'hui, c'est pas ça. On nous dit il faut apprendre par cœur, il faut se spécialiser, il faut pas. Si tu es spécialiste dans ça, et ben, tu peux pas connaître autre chose. En même temps, on nous dit il faut se préparer à ce que dans ta vie, tu vas faire 10 boulots et que c'est plus comme la génération de nos parents. On rentrait dans une entreprise et c'était pour la vie et on sortait, on allait à la retraite. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu vois, c'est plutôt le contraire dans le sens où même si tu as un boulot, les boulots, plutôt, je dirais, c'est marrant. Les gens, en fait, qui questionnent et qui peuvent préparer la société de demain, les gens qui forment le citoyen de demain. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont mal payés, les gens qui font ces métiers-là ne sont pas considérés, etc., etc. Et c'est aussi révélateur de quelles sont les priorités de la société dans laquelle on est. Oui, on veut former des citoyens qui sont plutôt des moutons. Moi, je trouve ça difficile, dommage et en même temps effrayant. Parce que pour moi, une nation forte, qui est une grande nation, c'est une nation qui éduque sa population. C'est une nation qui forme sa population, donne des outils pour pouvoir articuler, proposer des nouvelles façons de penser, etc., etc. Et là, on est plutôt aujourd'hui, Est-ce qu'on a des exemples dans le monde actuellement de pays qui font ça? Moi, je dis au Rwanda, même si Kagame, on dit que c'est un dictateur, en tout cas, le fait qu'il ait voulu s'émanciper de la France, en disant voilà, suite quand même au génocide qui s'est produit, je vais faire en sorte que voilà, la langue française, ça sera plus cette langue-là qui va être enseignée, etc., etc. Le fait de dire voilà, ça serait bien qu'on pense qu'il y ait en termes de circulation entre les Africains, qu'il n'y ait plus de visa entre des pays frontières. C'est débile d'empêcher les Africains de circuler au sein du continent africain. Toutes ces choses-là, je trouve ça assez intéressant. Après, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je trouve que cette volonté de pouvoir s'émanciper du père, de la colonisation, chose qui n'est pas évidente, qui est difficile, qui je dirais même pratiquement impossible, quand tu as des richesses dans ton sous-sol, c'est difficile de te débarrasser, tu vois, du colonisateur. Tu vois, il revient toujours de différentes manières et il continue à prendre, à piller tout ce qui est tes richesses, etc., etc. Il n'y a jamais pour l'instant, l'Afrique, la relation qu'elle a avec la France-Afrique, les Africains, ils sont perdants sur tous les bords. Il n'y a pas de gagnant-gagnant dans cette relation-là. Au contraire, même quand on voit aujourd'hui tous les jeunes migrants, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe a transformé la Méditerranée en un grand cimetière géant. Moi, ça m'a refait penser à l'époque l'époque de l'esclavage, où là, c'était plutôt, on te forçait à venir, pour venir en Europe travailler gratuitement. Et quand tu tombais malade ou que tu étais mort dans la traversée, on te jetait dans l'Atlantide, on te jetait dans la Méditerranée. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Même avant de partir, parce que j'ai vu au Bénin, à Ouidah, ça m'avait beaucoup frappé. Le mec m'avait expliqué que, en fait, même avant de partir, au moment d'arriver, avant d'embarquer sur le bateau, les gens qui n'étaient pas assez costauds étaient enterrés vivants dans des fosses. Ouais. Pourquoi pas les laisser retourner dans leur famille, dans leur village, puisque de toute façon, on ne va pas les embarquer? Parce que c'est le capitalisme qui a inventé, qui a mis en place le système de l'esclavage, en disant voilà. On va aller chercher des corps objets gratuits qui vont travailler, qui vont faire fructifier en fait nos territoires. Ça a commencé au départ comme ça et puis après quand on dit oh quand même c'est quand même inhumain quand même, bon on va s'arrêter et après le système a inventé la colonisation. La colonisation c'était quoi? Maintenant, on va pas faire, c'est pas des corps qui vont venir, on va venir prendre gratuitement ce qu'il y a dans vos sous-sols, dans les territoires où ces corps-là étaient considérés comme des corps objets. Donc, Et puis imposer un nouveau mode de vie et de pensée aussi. Vraiment imposer la façon de vivre d'ici
Oui. dite civilisatrice. Tout à fait, oui, parce que la mission, c'était toujours, c'est toujours une mission civilisatrice. C'est-à-dire l'autre, c'est un sauvage, et nous, on est... supérieur. Voilà, donc et quand on voit aujourd'hui, c'est assez effrayant de voir comment d'autres humains peuvent se comporter envers d'autres humains. Il y a une forme de barbarie qui est inqualifiable pour une époque progressiste du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne retient rien de l'histoire et on reproduit, d'où aussi la montée du populisme, du fascisme. Mais même cette idée de corps corvéable, de corps jetable, c'est ce qu'on vit aussi en Europe aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour le peuple européen, c'est difficile. C'est-à-dire que nous, les gens issus de l'immigration, c'est quelque chose qu'on a connu, on est né, on a grandi avec, en disant le corps noir, c'est un corps corvéable, jetable, qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, les multinationales, la manière dont ils exploitent les populations pauvres en Europe, c'est voilà, tu es un corps corvéable et jetable. Quand j'ai besoin de toi, je t'utilise, j'ai plus besoin de toi, du jour au lendemain, tu es licencié, tu es jeté comme une merde, tu n'es même pas remercié, etc., etc. Et pourtant, qui produit les richesses? Sans ces corps jetables, sans ces corps corvéables, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est un système qui marche sur la tête, un système qui marche à l'envers. C'est-à-dire que ces corps qui produisent ces richesses-là, c'est ces corps qui sont des corps sans valeur. Il y a une forme d'exploitation du XXIe siècle qui fait qu'on a du mal à se rebeller. Parce que quelque part aussi, on nous a expliqué que pour exister au sein d'une société, pour être respecté, pour être visible, il faut avoir un métier et que la valeur, dans les sociétés en tout cas occidentales, passe par l'argent et non pas par l'humain. Tu vois, c'est quand même aujourd'hui les valeurs qui sont mises en avant, qui sont glorifiées, c'est l'argent. Alors qu'on devrait se dire, bah non, avant ça, il y a des valeurs comme, je sais pas, la solidarité, la générosité, qui font de toi aussi un être humain. Pour moi, l'argent, c'est pas une valeur qui caractérise l'humain. On a réussi à nous faire croire que sans l'argent, on n'existe pas. Sans l'argent, on n'est rien. Et c'est ça la force de ce système. Et c'est pour ça que les gens, ils ont du mal à aller à l'encontre de ce système et qu'ils se disent oui, qu'ils ont besoin du système pour exister, alors qu'en fait, la réalité est tout autre. C'est le système qui a besoin de nous pour pouvoir exister. Si on arrête de travailler, si on arrête de dire oui, la valeur première, c'est pas le travail. La valeur première, c'est pas l'argent. Et qu'on veut défendre d'autres valeurs qu'on veut mettre en avant. La valeur première, c'est peut-être le respect de l'autre, le respect de l'écologie, le respect de la nature. C'est des valeurs qui passent avant l'argent. Le respect de la vie, donc. Oui, le respect de la vie tout court, déjà. Oui. Donc, parce que la vie de la nature, on la méprise, la vie humaine, on la méprise aussi. En ce moment sur la planète, partout. Ah oui. Donc au bout d'un moment, si on revient vraiment à ça, on se dit, bah voilà, bah oui, sans la vie, bah, on ne peut pas faire fonctionner toutes ces multinationales, ces entreprises. Sans la vie, ben, qui va consommer les produits qui sont fabriqués par ces multinationales, etc. etc. Donc c'est un système bancal. Oui, mais qu'on se dise qu'on est une force, que chacun de nous représente une force. Mais ce n'est pas le discours qui nous est présenté, c'est pas ce qui nous est vendu, c'est un autre récit qui nous est proposé, malheureusement. Et ce récit, il est global. On est dans la mondialisation, dans la globalisation, c'est un récit qu'on retrouve partout aujourd'hui dans le monde, pas que en France, pas que en Europe. Il y a une forme de récit qui a été mis en place par le néolibéralisme. Et ce récit-là, on a du mal à le changer. On a du mal à proposer des contre-récits pour effacer en fait ce récit hégémonique qui nous broie, qui a été pensé, inventé par le capitalisme et le néolibéralisme. Alors, tu es réalisatrice de plusieurs documentaires, dont un sur Calypso Rose, la lionne de la jungle, une chanteuse qui a un parcours incroyable. Qu'est-ce qui t'a intéressé chez elle au point de lui consacrer un documentaire? Elle est toujours sur scène. Elle a quel âge maintenant? Elle doit avoir 77 ans,
Elle doit être ouais, 78, 78, entre 78 et 80. Alors ton vécu par rapport à Bon, en fait, ce choix. moi j'allais souvent en fait, à Trinidad. Pendant 10 ans, j'allais chaque année en fait. La première fois que j'ai été à Trinidad, c'était pour le carnaval. Et je faisais un film expérimental en Super 8. J'avais découvert en fait le travail d'un artiste plasticien jamaïcain qui faisait de la peinture et qui peignait en fait le carnaval, mais d'une manière abstraite. Et ce que je trouvais assez intéressant dans le travail de ce peintre jamaïcain, c'est qu'il arrivait à retranscrire l'énergie qu'il y avait pendant le carnaval. Rien que par les couleurs, l'assemblage, le mouvement pictural, on retrouvait en fait cette énergie-là. Et du coup, je me suis beaucoup inspirée en fait de son travail pour faire un film expérimental que j'avais tourné en Super 8 sur le carnaval. Et après, la première fois que j'étais au carnaval, j'ai été en fait dans les tentes écouter les chanteurs de calypso. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre parce que c'est une musique que quand j'étais petite, au Cameroun, mon père en fait jouait du calypso. Et pour moi, dans ma tête, le calypso, je ne pensais pas que ça venait de l'île de Trinidad. Pour moi, ça venait des États-Unis parce qu'il jouait beaucoup, il aimait beaucoup Harry Belafonte et Andrew Sister, etc. Et tout. Et donc, pour moi, cette musique-là venait des États-Unis. Et j'arrive sur cette île pendant le carnaval et j'entends, tu vois, cette musique-là. Je me dis, mais c'est incroyable parce que c'est la musique que mon père jouait à la maison quand j'étais petite. Donc, je commence à me renseigner et tout sur le calypso. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans mon travail, j'ai fait beaucoup de films dans les Caraïbes. Ça m'intéressait de voir en fait qu'est-ce qui restait en termes d'héritage entre l'Afrique et les Caraïbes. C'est vrai que souvent, c'est les Caribéens qui vont en Afrique pour retrouver leurs racines, il y a l'histoire de l'esclavage, etc., etc. et tout. Et moi, je me disais en tant qu'Africaine, j'avais envie de faire le voyage à l'envers pour voir qu'est-ce qu'on avait encore en commun en termes d'héritage culturel, etc. Du coup, en m'intéressant au calypso et même au carnaval, le carnaval, c'est quand même au départ une culture émanant des esclaves. Et pareil, le calypso, c'est un mélange de musique africaine qui était jouée par les esclaves et le menuet, la musique du maître. Et c'est ce métissage de ces différentes musiques qui ont donné naissance au calypso. Du coup, j'ai fait un film qui s'appelait Calypso à Dirty Jim, qui était plutôt sur les rois du calypso. Ça, il y a eu un album. Ouais, voilà, ouais, j'ai fait le film et on a travaillé sur l'album. Et du coup, en fait, en faisant ce film, c'est comme ça que je rencontre Calypso Rose. Puisque je voulais faire un film sur les rois. Et je savais pas qu'il y avait de reine. Et donc j'arrive, je découvre, on me dit, il y a une reine du calypso. Et je dis, waouh. Et en fait, dans ce film, qui est un long métrage documentaire, elle avait que 3 minutes dans le film. Et du coup, il y a une forme de frustration parce que quand on s'était rencontrés, la rencontre, elle avait été, pour la première fois, elle était très riche, intense. On a passé peut-être 2 ou 3 jours. Je l'ai interviewé des bobines et des bobines. Et j'ai mis que 3 minutes. Je me dis, mais c'est juste un truc de dingue parce qu'avec son histoire, on peut faire un film. Et du coup, j'ai voulu aussi réparer cette injustice parce que c'était une femme qui, toute sa vie, a passé son temps à subir des injustices et qui s'est battue contre. Puis ça m'intéressait aussi en tant que féministe. J'avais envie de raconter, en tout cas au travers de l'histoire de Calypso Rose, comment le premier mouvement féministe a démarré à Trinidad et était ce type de féminisme dans les Caraïbes. Est-ce qu'il était différent du féminisme dans différents pays en Afrique? Est-ce qu'il était différent du féminisme afro-américain ou le féminisme universel européen, etc., etc. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi, en faisant ce film sur Calypso Rose, de pouvoir aussi questionner le féminisme à Trinidad. Et il s'avérait aussi que les chansons de Calypso Rose, en tout cas le premier mouvement féministe a été créé par des femmes universitaires. Et elles disaient qu'en fait, elles avaient du mal à faire passer leur message auprès des femmes issues des classes populaires. Et que Calypso Rose, au travers de ses chansons, elles ont commencé à utiliser les chansons de Calypso Rose pour pouvoir faire passer leur message auprès des femmes issues des classes populaires. Puis aussi, il y avait aussi, elle était connue que dans sa communauté. Et je me disais que beaucoup de femmes pouvaient se retrouver au travers de l'histoire de Calypso Rose. Quelle que soit sa religion, ses origines, etc. et tout, que c'était, en tout cas, de par son histoire, c'était une histoire qu'elle méritait, en tout cas, d'être connue, présentée, montrée sur le plan international.
Et c'était aussi une des motivations aussi du film. Moi j'ai dit voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui tu es connu sur le plan communautaire, mais j'espère qu'avec ce projet, ça va te permettre de donner en tout cas une renommée internationale. Et on a travaillé pendant 5 ans, et c'est vraiment une histoire de femme très difficile. Chaque année, je tournais dans un pays, ça démarrait à Trinidad, après Tobago, après New York parce qu'elle a immigré à New York, à Paris parce qu'elle a fait son album à Paris. Et puis du coup, moi je l'ai emmenée en Afrique parce qu'elle m'avait emmenée à Tobago en disant voilà, moi je vais te faire découvrir mon île, et mon histoire et ma culture. Et toi, tu m'emmèneras en Afrique. Et du coup, le deal s'est fait comme ça. Et au départ, je voulais l'emmener en fait. Elle n'y était jamais allée? Elle avait été Sierra Leone, et je crois dans un autre pays d'Afrique. Parce qu'en fait, en Sierra Leone, il y avait une école qui portait son nom. Parce qu'en fait, elle avait fait des concerts gratuits, et avec l'argent, ils ont pu construire une école pour des jeunes filles. Parce qu'en fait, elle se battait aussi contre l'analphabétisme, parce que son père était analphabète. Et du coup, c'était des problématiques qui l'intéressaient beaucoup. Du coup, on n'a pas pu aller en Guinée parce qu'elle avait fait des recherches. Son père, en fait, venait de la Guinée-Bissau, était esclave de la Guinée-Bissau. Et du côté maternel, c'était pas son père, son arrière-grand-père, excuse-moi. Du côté paternel, ça venait de la Guinée, et du côté maternel, ça venait du Bénin. Et donc, comme à cette époque-là, la Guinée, il y avait des problèmes politiques, donc du coup, on a été au Bénin. Je lui ai fait faire la route des esclaves, etc. C'était incroyable. Le premier soir, j'étais la chercher à l'aéroport. Elle s'est mise à genoux, elle a embrassé le sol en disant « Ouais, putain, mais tu peux pas savoir comment je suis touchée de revenir sur la tête de mes ancêtres, etc. » Elle avait l'impression que son arrière-grand-mère, et son esprit était là avec elle, et qu'il la suivait. Et j'ai vécu des choses incroyables avec elle, ou des choses même que j'ai pas mis dans le film. À un moment donné, elle est possédée par l'esprit, et elle dit que c'est l'esprit de sa grand-mère. Et en fait, elle parle une langue comme si vraiment elle était possédée. Et c'est 4 mois après, quand je décide de revoir les rushs, que je me rends compte qu'effectivement, on voit à un moment donné, dans la bande, c'est comme si à un moment donné, il y a un esprit qui rentre en elle, et puis elle parle une langue, mais ça dure 30 secondes, tu vois, que personne ne comprend. Mais quand je faisais l'interview avec elle... Elle s'en est souvenue Elle s'en est souvenue après? Eh ben, on en a reparlé. Est-ce qu'elle savait ce qu'elle avait dit à ce moment-là? Est-ce qu'elle s'est rendue compte? Elle ne savait pas ce qu'elle avait dit, mais elle savait que tous les soirs, elle me disait tous les soirs, il y avait quelqu'un qui venait frapper à la porte de sa chambre d'hôtel. Et elle disait que c'était son arrière-grand-mère qui venait parler avec elle, qu'elle était tout le temps, pendant tout le temps qu'on a passé au Bénin, qu'elle était tout le temps en compagnie de cette arrière-grand-mère. Après, on a été voir un maître vaudou, parce qu'elle disait voilà, qu'elle s'intéressait à cette religion, puisque dans les Caraïbes, en Haïti, le vaudou, etc. et tout, qu'elle trouvait intéressant comment en fait les esclaves ont emporté cette culture et ce qu'ils en ont fait. Et ouais, j'ai vécu des choses extraordinaires, incroyables avec cette femme, tu vois. En plus, à un moment donné, ma mère, elle est morte, et ma mère, à un moment, dans le premier projet, quand on l'a fait venir, ils ont joué au cirque d'hiver quand c'était sur justement Calypso à Dirty Jim, et ma mère, je l'avais fait venir, et elle a eu sur scène, elle a dit mais c'est incroyable l'énergie qu'elle dégage pour son âge et tout, elle était super fan. Et je l'ai emmenée dans les backstage et tout, et je lui ai dit voilà, c'est ma mère. Et puis Calypso a dit ah, c'est vous qui avez fait cette femme, vous devriez être fiers d'elle, c'est incroyable et tout le travail qu'elle fait sur les femmes noires, vraiment well done, vous avez bien travaillé. Et du coup il y a une espèce de complicité qui s'est mis en place entre elle et ma mère. Et c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, j'avais plus la force de continuer le film. C'est la 2e année. Et en fait, c'est elle qui s'est battue. En plus, on n'avait plus d'argent pour lever des fonds, me remotiver. À un moment donné, elle a pris la place de ma mère. Et du coup, on a recontinué le film, etc. pendant les 3 dernières années. Et ce film, ouais, c'est une rencontre entre une histoire de femmes qui s'entraident, qui ne sont pas issues de la même génération, des cultures différentes, mais qui sont des féministes et qui s'entraident aussi. Dans le sens où, en disant, voilà, moi j'ai envie de faire ce film, mais ce film, c'est un film
aussi qui va réparer par rapport à tout ce travail artistique que tu as produit, que tu as subi. Et avec ce film, j'espère faire un film qui va te permettre d'avoir cette reconnaissance internationale. Oui, apporter une reconnaissance plus large. Ouais, plus large, etc. Que les initiés qui. Ouais, et puis moi, dans le cinéma que je fais aussi, j'ai toujours été aussi intéressée, c'est comment un film, au contact en fait des protagonistes avec lesquels je travaille, comment ça peut changer, comment ça peut apporter un changement dans leur vie. Tu vois, c'est aussi le cinéma qui, moi, m'intéresse, dans lequel je questionne, je travaille, c'est comment, effectivement, ce cinéma peut avoir un impact sociétal, peut avoir un impact sur l'individu. Et c'est marrant parce que moi, j'ai raconté l'histoire, la biographie de Calypso Rose, mais telle que moi, je la voyais, telle que moi, je la sentais. Et après, c'est vraiment réapproprier, en fait, ce récit biographique en disant, voilà, que c'était quelque part sa vie, alors que moi, je la connaissais, j'avais juste vécu 5 ans avec elle. Je ne connaissais pas à 100% toute sa vie. Mais elle s'est réappropriée à nouveau ce nouveau récit en disant que c'était aussi sa lecture de sa vie. De sa vie. Et c'était super intéressant parce qu'elle dit que c'est un film qui a changé sa vie, beaucoup, qui a fait qu'elle était tout le temps entourée de fantômes, qui a fait que certains de ces fantômes, elle a été libérée de ces fantômes-là. Elle a été libérée d'un secret lourd qu'elle avait quand elle avait été violée par 3 hommes à 18 ans. Elle n'avait jamais dit. Elle n'avait jamais dit à personne et il a fallu attendre qu'il y ait ce projet de film. Et elle en a parlé dans le film. Et dans le film, elle en parle, on dit voilà, c'est la première fois que je parle de ça, etc. Alors qu'elle s'est quand même, comme toutes les divas, s'est construit une image hyper forte, tu vois, d'une femme qui n'a pas peur, des hommes qui se jouent des hommes, même sur scène, elle whine avec les mecs, elle les jette comme ça et tout, qu'une espèce de Tina Turner, tu vois. Alors que derrière cette carapace, il y avait une femme qui était terrifiée par les hommes, qui avait vachement peur. Et ce viol aussi a fait qu'elle n'a plus jamais eu de rapport sexuel avec un homme, etc. Ça a changé sa vie complètement. Et à un moment donné, il y a eu un incident, effectivement. Donc, quand j'avais écrit le film, je ne connaissais pas, elle ne me l'avait jamais dit. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. En fait, il y a eu un incident dans le film, de par mon producteur qui était un homme. Elle n'a pas aimé l'attitude dont il s'est comporté. Et en fait, elle s'est mise à hurler, à parler après lui en disant « Ouais, c'est pas un homme qui va me diriger toute ma vie, nanana. » Et après, je lui ai dit « Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? On en parle, on n'en parle pas. » Et en même temps, elle avait l'impression que ce film, c'était aussi une forme de testament pour ses fans, de témoignage, et que c'était important par rapport à d'autres femmes qui subissaient des viols, des violences, qu'il fallait qu'elle partage en fait cette histoire. Tu peux quand même peut-être parler de ta mère, parce que la question suivante, c'est quelles sont les femmes qui t'ont inspirée ? Ah oui, les femmes qui m'ont inspirée, oui, ma mère m'a beaucoup inspirée. C'était une des premières femmes, en tout cas envers qui j'avais beaucoup d'admiration, dans le sens où elle incarnait une forme de féminisme. Certaines choses, j'étais pas totalement d'accord, parce qu'elle disait que voilà, le féminisme, c'est pas se braquer contre l'homme, c'est une histoire qui se construit avec l'homme. Et moi, au départ, quand j'étais jeune, c'est plutôt l'inverse, c'était non, braquer contre, etc. Et du coup, j'avais pas compris dès le début le sens, en fait, de cette phrase, de ce que ça voulait dire. Et petit à petit, il m'a fallu du temps pour dire voilà, tu dois construire avec ton ennemi. Parce que vous vivez ensemble, vous êtes dans la même planète, sur le même territoire. Tu ne peux pas construire contre lui, tu dois construire avec lui. Et c'est quelque chose, même aujourd'hui, c'est pareil. Oui, parce que c'est ce que tu disais au début de l'interview déjà. Ouais, déjà. Par rapport à tes projets, à la façon dont tu envisages. Ouais, même de travailler, sachant que l'institution, il y a une forme de réappropriation. Donc c'est pas parce qu'on sait qu'il y a une forme de réappropriation qu'il faut pas travailler et dialoguer avec ces institutions. Mais l'idée, c'est de plutôt réfléchir à comment on travaille ensemble pour que ça soit gagnant de part et d'autre et qu'il n'y ait pas une forme de récupération, de réappropriation, d'exotisation des récits, des corps,
la manière de montrer l'autre dans un espace d'art, etc., etc. C'est comment on peut faire bouger les lignes ensemble, comment on peut transformer les choses ensemble. C'est ça qui, en tout cas aujourd'hui, moi, m'intéresse. Et j'essaie de réfléchir, de trouver des formes de stratégies, de manière Ouais, parce que je pense qu'il faut repenser la manière de travailler aussi avec l'autre, la manière de travailler avec les institutions. Qu'est-ce qu'on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller? Qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner? Qu'est-ce qu'il faut montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer? Donc moi, c'est des questions aujourd'hui que je me pose tous les jours. Parce qu'effectivement, on est sollicité pas mal par des institutions, mais à chaque fois, je trouve qu'on est tout le temps perdants, nous les militants, dans cette histoire. Il n'y a pas une vraie volonté des institutions de se transformer, de changer. Il y a plutôt une forme de récupération en disant voilà, on fait semblant de comprendre, on fait semblant d'être en phase avec notre époque, mais il n'y a pas une vraie volonté de dire voilà, être en phase avec son époque, ça demande une certaine humilité, de regarder, de respecter l'autre d'une manière égale, et non pas cette espèce de pouvoir un peu à la verticale, en disant voilà, c'est nous qui avons le pouvoir, condescendant, voilà, etc. Et c'est difficile de trouver des alliés, en fait, aujourd'hui. Parce que je pense que on est dans une forme de précarité. La précarité, elle va, je pense, elle est partout, même dans les institutions, tu vois, je sais pas, je travaille dans les écoles d'art, dans les musées. Ouais, il y a une forme de précarité qui fait que on exploite. L'idée, c'est comment exploiter l'autre pour toujours continuer à exister, à faire semblant d'avoir un certain pouvoir qu'on n'a plus réellement. Et alors qu'on pourrait ensemble dire voilà, effectivement, il y a une précarité qui s'opère aujourd'hui dans l'industrie culturelle, dans le monde de la culture. Comment ensemble on fait pour pouvoir se repenser, pour lutter contre cette précarité-là, parce qu'elle touche tout le monde, aussi bien les artistes que les gens qui travaillent au sein des institutions, parce que du coup, ils ont moins les moyens de pouvoir acheter des œuvres. Donc on fait appel à des multinationales, à des collectionneurs privés, qui maintenant contrôlent et maîtrisent et archivent l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qui rentre dans une collection? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans une collection? C'est une certaine manière de raconter aussi une histoire de l'art qui est liée quand même à des gens de pouvoir. Alors qu'avant, à une certaine époque en tout cas, les conservateurs, les gens qui travaillaient dans ce musée qui avaient une certaine expertise, c'est eux qui décidaient de ce qu'on devait archivé ou pas, de ce qui devait rentrer ou pas dans une collection. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour pouvoir décider. Ils n'ont plus le pouvoir. Le pouvoir, il se trouve au sein des fondations privées, des multinationales, qui maintenant subventionnent la culture. Et quelle culture? Mais la question, c'était quelles sont les femmes qui t'ont inspirée? Eh ben oui, à part ma mère, non, il y en a pas mal. Il y a des activistes afro-américaines comme Angela Davis, Audre Lorde, une femme qui m'inspire beaucoup, avec qui j'aime beaucoup travailler actuellement, c'est Françoise Vergès. Je la trouve formidable. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec elle. Elle est d'une générosité incroyable. Et je ne comprends pas qu'une femme si précieuse, d'une intelligence remarquable, que la nation française ne lui donne pas un poste pour pouvoir en fait proposer des choses intéressantes et riches, parce que quand je vois tout ce qu'elle fait avec zéro moyen, sans des institutions, c'est incroyable, parce que tous les gens qui sont au contact de cette femme, qui viennent à l'université décolonisant les arts, les jeunes, plein de jeunes, comment ça change leur vie, comment ça change leur vision, comment ça leur donne la force de lutter au sein des institutions, comment ils ont plein de jeunes qui disent oui, j'ai l'impression que je ne suis plus seule. Tu vois, quand j'étais à l'école des Beaux-Arts et que je suis la seule racisée et que je porte un certain type de discours, que je défends des pratiques artistiques que mes profs ne comprennent pas, j'ai l'impression d'être une ovni, j'ai l'impression de ne pas être à ma place. Et du coup, quand je viens aux universités de décoloniser les arts, qui a été mis en place par Françoise Vergès et l'association, le collectif, j'ai l'impression qu'il y a d'autres gens aussi
qui pensent comme moi, et du coup ça me donne la force et l'énergie de me battre pour pouvoir faire exister mes récits, de pouvoir proposer des façons de faire dans le monde de l'art. Et ça, c'est très important. Donc, alors justement, voilà. Tu as aussi réalisé un film dont le titre est La femme invisible. Oui. Et tu parles souvent, pour tous tes projets, que ce soit des Ladies Night jusqu'à Africada, dont on va parler après, de la nécessité d'exister et de faire exister. Quel est ton sentiment aujourd'hui ? Est-ce que ça évolue par rapport aux choses dont tu parles qui méritent plus d'attention ? Est-ce que ça évolue ou est-ce que tout reste toujours à faire ? Ou est-ce que tu en es depuis tes débuts de militantisme par rapport à tout ça ? En fait, en ce qui concerne, par exemple, la place des femmes dans l'industrie de la musique, puisque j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps au musée d'immigration qui portait sur ça. Justement, j'ai fait cette conférence... Dans le cadre de l'exposition Paris-Londres Musique Migration. Voilà, 1962-1989. Et en fait, quand j'ai vu pour la première fois cette exposition, pareil, il y avait très peu de femmes. Très peu de femmes plasticiennes dans les œuvres, très peu de femmes dans le récit musical, dans l'industrie de la musique. Et je me dis, c'est bizarre parce que moi qui est quand même un petit peu... avait un groupe de rap, j'ai quand même officié dans la musique. À mon époque, je me rappelais qu'il y avait quand même un petit peu plus de femmes parce qu'il y a beaucoup de groupes de femmes musiciennes qui nous ont influencés. Et c'est bizarre que je ne les retrouve pas, ces femmes-là, dans le récit de cette exposition. Qui étaient sur la scène française ou qui venaient d'où ? Anglaises, beaucoup d'anglaises, beaucoup d'américaines, très peu de françaises. Parce que nous, on était un groupe, donc on avait envie de s'identifier à un autre groupe. En Angleterre, il y avait beaucoup de groupes de femmes. Ah oui, que c'est ça ça, soit parce dans... qu'américaine, on peut comprendre que c'était pas dans l'expo, mais Londres, Paris-Londres, ça aurait dû... Oui, il y avait toute la période punk, reggae, il y avait des groupes de femmes qui étaient dans la mouvance punk rock, reggae, ska, et des féministes en plus, hyper militantes, qu'il n'y avait pas en fait en France. En France, c'était plutôt, il y avait ce côté très individualiste, tu vois, dans l'industrie de la musique. C'est des femmes seules, tu vois, des chanteuses, beaucoup de chanteuses, rarement des compositrices, interprètes et autrices. Et alors qu'en Angleterre, c'était beaucoup de groupes de femmes. Moi, j'étais beaucoup plus influencée par la scène anglaise parce que c'était plutôt nos modèles, puisque nous, on était un groupe de rap de femmes. Donc, on n'allait pas s'identifier à des femmes qui, déjà même, la scène chez les chanteuses, il n'y avait pas beaucoup de féministes. Elles n'étaient pas très, très engagées. Même les peu de femmes, par exemple, dont j'ai parlé, qui sont issues d'immigration, c'était plutôt de la variété, ou une espèce de pop un peu à l'eau de rose, mais qui ne revendiquait pas un certain militantisme lié au féminisme. C'était pas engagé. Non. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé, par exemple, de Lina de Souza, qui était d'origine portugaise, de la chanteuse Bibi, qui faisait la variété française, qui était d'origine ghanéenne, etc. De Lio, qui était portugaise et belge, etc. C'est des chanteuses qui sont issues d'immigration, qui ne sont pas des françaises, qui sont nées hors la France, mais quand on les cite et qu'on écoute les chansons, pas très engagées, en tout cas. Ouais, du coup, cette question d'invisibilité, d'invisibilisation, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Beaucoup à un moment donné, même dans mon cinéma, effectivement, on retrouvait très peu de femmes actrices racisées, très peu de réalisatrices, non pas racisées, pareil, elles étaient toujours invisibles. Et du coup, ça m'intéressait, en tout cas dans le médium cinéma, comment travailler cette question d'invisibilisation, de visibilité. Mais elles existaient et le grand public ne les connaissait pas. Dans le cinéma, il y en avait très peu. Il y en a toujours, très peu. Par exemple, les actrices noires, il y en a très peu. Il faut les compter, on peut les compter très vite. Et encore, elles ont pour la plupart des seconds rôles. Pour trouver une actrice racisée, connue, qui joue dans des rôles principaux, il y en a très très peu. Aïssa Maïga, et puis voilà, t'as fait le tour. Sinon, les autres qui existent, elles sont dans des seconds rôles, ou des troisième, quatrième, cinquième rôles. Mais ce qui m'intéressait, c'est aussi, dans La femme invisible, c'était comment questionner et travailler sur le plan plastique aussi,
la question de l'invisibilité au cinéma, comment je pouvais travailler cette question-là d'une manière plastique, mais aussi militante. Et j'avais lu le livre de Ralph Ellison, L'homme invisible, et je trouvais intéressant comment cette problématique d'invisibilité avait été travaillée en littérature. Et L'homme invisible, de Ralph Ellison, c'est un classique de la littérature afro-américaine qui est enseigné dans les universités, etc. Et, tout. Et je trouvais intéressant, en tout cas, dans La femme invisible, il y a un lien, une relation entre effectivement comment la thématique de l'invisibilité est travaillée dans la littérature et comment on la travaille dans le cinéma. Mais c'est vrai que c'est un espèce d'essai philosophique où j'ai pas trouvé de producteur qui voulait produire cet objet filmique parce qu'il me disait que le racisme n'existait pas dans le milieu du cinéma français. Donc du coup, j'ai produit tout seul cet objet filmique et qui, pareil aussi, a eu plein de succès, qui a eu des prix. Grâce à ça, j'ai pu partir enseigner pendant un semestre à l'Université de Michigan à des étudiants doctorants avec Frida Ekoto qui m'avait invité en littérature comparative, comment on travaille la thématique de l'invisibilité en littérature et comment au cinéma, moi je l'ai travaillé. Et c'était une expérience assez intéressante parce que du coup j'ai pu avoir plein de retours d'étudiants qui ont travaillé, écrit sur mon travail, qui ont fait des recherches et j'ai trouvé assez pertinent des choses que moi-même j'avais pas vues, que j'avais pas inconsciemment pensé. Et comment en fait des étudiants s'appropriaient cette œuvre et comment ils en parlaient, comment ils t'ont le questionnaient. révélé des aspects du... Ah oui, complètement, beaucoup. Ouais, c'était assez riche, assez intéressant. Et c'est là aussi j'ai commencé aussi à comprendre l'importance de l'éducation, de l'enseignement. Et en quoi c'était important de travailler dans l'enseignement pour transmettre des savoirs autres, non institutionnels, etc. Et que la bataille aussi, elle se jouait là, dans l'enseignement, dans les transmissions des savoirs, dans les formes de méthodologie, comment transmettre, comment enseigner, et qu'est-ce qu'on enseigne, et comment on enseigne. Et aujourd'hui, à chaque fois, je vois des gens, des étudiants à qui j'ai enseigné, qui me disent « Oui, madame, maintenant, ça a changé ma vie. Tu vois, ça m'a rendue plus forte. J'ai plus confiance en moi, etc. » C'est aussi ça, je pense que l'enseignement, c'est pas juste inculquer des formes de savoir institutionnels, c'est plutôt donner, pour moi, l'enseignement, c'est comment je vais donner des clés, des outils pour permettre à l'autre de devenir autonome et de s'émanciper. En préparant cette interview et en lisant et en écoutant ce que tu avais déjà raconté sur ton cheminement, j'ai l'impression que souvent, en fait, tu as observé dans ta propre vie, tu as expérimenté des choses, des formes d'art qui te faisaient évoluer et que tu as eu envie de les utiliser pour toi-même provoquer des évolutions chez d'autres. Est-ce que c'est exact ? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Moi, je pense que à partir du moment où, dans ta vie, ta motivation première, c'est le militantisme. Et que tu dis, comment, à partir de mon travail, comment à partir, en tant qu'artiste, si j'utilise tel médium, c'est pour justement essayer de faire changer les lignes. Comment, à partir d'une pratique artistique, je vais faire bouger les choses. Comment, à partir de telle discipline, on va essayer de transformer l'individu. Et cet individu, en le transformant, va transformer la société. Tu vois, c'est un peu comme ça que, en tout cas, que moi je fonctionne et que je réagis, que je pense et que j'essaie en tout cas avec les peu de moyens que j'ai, j'essaie de faire bouger les lignes. Je dis qu'on doit se transformer ensemble. Même moi, quand je fais des choses, j'expérimente ces choses-là d'abord et tous les jours, j'apprends sur moi. Tous les jours, moi-même, mes lignes bougent. Je sais qu'à un moment donné, j'étais hyper radicale et à force, de par des expériences, de par des rencontres, de par des lectures, je vois le changement en moi, comment ça transforme ma façon d'être avec l'autre et comment ça transforme ma vision du monde aussi. Et du coup, ça, j'essaie de partager ces expériences dans mon collectif, avec les gens avec lesquels je travaille aussi, et puis aussi auprès des militants.
Mais c'est vrai que, par exemple, le fait de créer la revue Africada, pour nous, en tout cas, pour moi, c'était un acte politique, parce qu'il y avait toujours cette problématique d'invisibilisation, dans le sens où il y a plein de magazines, Art Presse, Beaux-Arts Magazine, ils ne parlaient jamais des artistes de la diaspora, ni des artistes africains. Et en même temps, j'arrivais dans une période où, en Afrique, il y avait plein de plasticiens, de jeunes plasticiens qui étaient en train de créer des nouvelles pratiques artistiques, qui étaient en train d'innover, mais personne ne parlait d'eux. Et aussi, je me rappelle aussi de cette expérience douloureuse où en fait les Africains n'ont pas écrit l'histoire de l'art premier, c'est-à-dire que 90% de l'art premier africain a été écrit par l'Occident. Et donc je me dis, on va pas refaire la même erreur, on va faire avec les moyens qu'on a, comme dans le hip-hop, on te dit voilà, tu fais avec ce que tu as. Si tu as juste la rue pour pouvoir créer, tu crées dans la rue. Tu as des gens qui veulent écrire, théoriser, on va faire avec les moyens du bord, mais la finalité, c'est que de là sorte quelque chose qui va nous permettre de pouvoir exister, de pouvoir s'émanciper, etc. Justement, le mot émancipation, c'est un mot qui revient aussi très souvent, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui, le mot émancipation ? Est-ce que tu le vis de la même façon, tu le ressens de la même façon et tu en fais quelque chose de la même façon qu'à tes débuts, ou est-ce que c'est en perpétuelle évolution, cette idée d'émancipation ? C'est en perpétuelle évolution parce que, par exemple, quand j'étais dans le hip-hop, il y avait plein d'auteurs que j'avais pas lus, il y avait cette question des études postcoloniales que je ne connaissais pas. Donc forcément, la notion d'émancipation, elle était autre. Ma définition de l'émancipation, elle était autre. C'était plutôt une jeune fille issue d'immigration qui vit en banlieue et qui est dans le mouvement hip-hop et qui se bat plutôt contre un système on était plutôt contre tout ce qui était hors la banlieue, qui ne nous respectait pas, qui méprisait notre culture, qui méprisait notre histoire et qui refusait de nous considérer comme des citoyens à part entière dans l'État français. On était considérés comme des citoyens de seconde zone. Du coup, cette notion, c'était plutôt une notion d'émancipation, mais d'exister au travers l'autre. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, ça ne m'intéresse pas d'exister au travers l'autre. Tu vois, je veux juste exister tout court et je ne veux même pas exister, je m'en fous. Tu vois, c'est des questions qui, en tout cas aujourd'hui, ne m'intéressent plus réellement. Tu vois, de dire voilà, je veux exister auprès de l'autre, je veux être reconnu auprès des institutions, je veux être reconnu. Non, je fais les choses et les choses que je mets en place et les choses que je produis, c'est ces choses-là qui me font exister. J'ai pas besoin d'exister au travers l'autre. Tu vois, et il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Il a fallu que les gens me donnent des outils pour pouvoir, en fait, justement des outils pour pouvoir m'émanciper. C'est ça, parce que ça, c'est le point ultime, en fait, de l'émancipation, de ne plus avoir besoin de la reconnaissance de l'autre ou du regard de l'autre, d'être libre, quoi. Oui, d'être libre, totalement libre, et de faire des choses par nécessité, pour soi-même, pour sa communauté, et non pas faire des choses pour faire plaisir à l'autre, non. En fonction du regard. Oui, en fonction du regard de l'autre. D'une attente. Voilà. Mais pour ça, il a fallu avoir des outils pour pouvoir décoloniser ma pensée, décoloniser ma façon de faire, décoloniser mes lectures, avoir une grille de lecture autre qui me permette de comprendre le monde autrement. C'est-à-dire face à un monde de plus en plus complexe, face à une société complexifiée, comment trouver des outils pour pouvoir lire ce monde autrement, d'une manière plutôt horizontale et non pas verticale, cette espèce de pouvoir comme ça. Ouais, ça m'a pris du temps, ça m'a pris des lectures, ça m'a pris du temps, des conférences, des films, des discussions, des rencontres. Oui, c'est du travail. Décoloniser son esprit, ça prend du temps. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est un travail qui est important de faire. Mais même dans la relation à l'autre, tu vois, décoloniser sa relation à l'autre, c'est voir l'autre autrement. Et ne pas considérer l'autre, ne pas se focaliser sur l'autre comme un ennemi, mais en tout cas avoir du respect
pour son ennemi, tu vois. Des fois, c'est dur de dire ça. Dire, ouais, comment tu peux avoir du respect envers quelqu'un qui ne t'aime pas? Tu vois, c'est juste en disant, voilà, il faut savoir accepter les différences aussi. Parce que pour moi, les différences, c'est la richesse de l'humanité. C'est plus on est différent, plus on est riche. Et quand on définit l'identité multiple, en disant voilà, je suis d'une identité multiple, je me nourris de différentes cultures, histoires, différentes identités qui forment cette identité aliène dont je suis. Et c'est ça qui fait de moi, en tout cas, qui me donne une forme de richesse que je trouve nécessaire et important aujourd'hui dans la mondialisation, dans la globalisation. Et tu participes justement à un autre projet important, la colonie Barré, en parlant de décolonisation. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la colonie Barré? Moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet qui s'adresse à tout le monde, parce qu'en fait, quand on parle de décolonisation, ou quand on en entend parler dans les médias, curieusement, les Blancs n'ont pas l'air de se sentir tellement concernés. La colonie, ça s'adresse, la colonie Barré, donc ce lieu et tout ce qui s'y passe, ça se présente comme un lieu ouvert à tout le monde, où tout le monde peut venir un petit peu se décentrer et s'enrichir d'autres regards pour faire évoluer son propre regard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu et de ton travail là-bas? La colonie Barré, c'est un espace qui a été créé par l'artiste Kader Attia quand il a eu le prix Marcel Duchamp il y a 2 ans et demi. Ça faisait quand même plus de 10 ans qu'il travaillait sur ce projet. En disant voilà, ça serait bien qu'à Paris, qu'il y ait un espace qui propose des façons de faire, d'autres récits, d'autres façons de produire de l'intellect. Et moi, Kader, on a travaillé ensemble, on était dans la même chaire, Global Soft, qui était la chaire de Françoise Vergès qu'elle avait mis en place, où il y avait une vingtaine d'artistes, penseurs, activistes, qui justement déjà proposaient, mettaient en place des méthodologies, des façons de penser sur l'autre, qui déconstruisaient des discours, des récits, et essayaient de mettre en place et d'agir, et d'être dans l'action, et non pas uniquement que dans la théorie. Et du coup, quand il a mis en place la colonie, moi j'avais mis en place bien avant l'African Art Book Fair, qui est une forme de plateforme que j'ai mis en place pendant la Biennale de Dakar, qu'on fait tous les 2 ans, parce que ça faisait plus de 10 ans que nous on allait à la Biennale de Dakar, qu'on écrivait dessus, et qu'il n'y avait pas d'espace pour les publications. Et comme toujours, on s'est dit, nous-mêmes, on va se prendre en main, on a commencé par faire un espèce de séminaire sur 4 jours pendant la semaine professionnelle, en disant, en invitant une dizaine d'éditeurs indépendants sur le continent africain et diasporique. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2014. Et en disant que ça serait bien qu'on réfléchisse à comment on peut s'organiser entre nous pour mettre en place un espace où on peut trouver des publications, des gens qui écrivent sur l'art, des artistes qui travaillent le livre comme médium et sur le continent africain. Donc du coup, en 2016, j'ai invité Kader à venir dans cet espace, à venir parler. Il avait un livre magnifique qu'il avait travaillé pendant 5 ans, à venir parler de cette publication et en quoi c'était important pour les artistes aujourd'hui de s'impliquer dans la publication, dans l'écriture, les artistes chercheurs, surtout des artistes d'origine africaine, en quoi c'était important. Donc il est venu, il a trouvé le lieu incroyable, l'African Art Book, c'est vachement incroyable, je ne connaissais pas tous ces éditeurs, mais il faut qu'on fasse un projet ensemble, il faut qu'on fasse un African Art Book Fair à Paris, dans mon lieu, à la colonie, qu'on fasse venir ces éditeurs, des conférences, qu'on les fasse connaître, etc., etc. Du coup, il m'a proposé de venir travailler à la colonie et de travailler avec lui sur une programmation et des formes de séminaires expérimentales précises. Et aussi après, comme j'étais beaucoup impliquée, que je suis très impliquée dans la publication, et la publication aussi en tant que pratique curatoriale, on a mis en place le Salon du Livre d'Art des Afriques qu'on organisait pendant la FIAC. Et donc on s'est dit, nous on va proposer, pendant qu'il y a la FIAC, pendant qu'il y a le marché de l'art, on va proposer le Salon du Livre des Afriques, mais les Afriques dans le sens plutôt de déconstruire les frontières et de repenser et de redéfinir l'Afrique autrement. Nous, ce qu'on appelait l'Afrique, c'était plutôt les non-alignés. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi avoir des auteurs, des éditeurs brésiliens, anglais, mais qui étaient indépendants, mais qui étaient dans ce discours de non-alignés.
Et on les mettait dans cette Afrique, dans ces Afriques que nous, on avait redéfinies. Et après, Kader, il a eu envie de mettre en place, c'est un projet qui va sortir là, normalement en janvier 2020. La colonie, en fait, va sortir sa première publication. Et c'est suite à une conférence que j'avais organisée qui était sur la prostitution coloniale. Et c'est une conférence qui a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des mails en disant qu'ils voulaient avoir des informations, qu'ils voulaient avoir plus de renseignements. Et du coup, avec elle, on s'est dit, bah voilà, le premier livre qu'on va sortir va porter sur cette conférence qui a été organisée à la colonie. Mais c'est vrai que c'est un espace de militants. Il est arrivé au bon moment parce qu'on en avait vraiment besoin. On avait besoin d'un espace, on avait l'impression de se sentir chez nous. On pouvait parler des sujets, même les sujets tabous. Des sujets qui fâchent. Des sujets qui fâchent. La colonie est pensée comme un laboratoire, tu vois. C'est ça qui est vraiment intéressant parce qu'on peut expérimenter plein de formes. Pas que des formes artistiques, de militantisme aussi. Et en ça, je trouve ça assez intéressant. Même si maintenant, c'est vrai que c'est un peu recolonisé par les bobos, tout ça et tout. Mais pour moi, ça reste quand même un lieu qui a fait bouger les lignes. Parce que beaucoup d'institutions se sont inspirées de ce qui était produit, de ce qui était fait à la colonie. Même des sujets, des conférences, ils sont mis à s'ouvrir en disant oui, bah, nous, on va parler de la question des coloniales aussi, LGBT, etc., etc. Maintenant, tous les espaces culturels, mainstream, sont sur ces questions-là. Une fois de plus, je trouve intéressant qu'un lieu comme la colonie, créé par un artiste, arrive à faire bouger les lignes au sein du monde de l'art et dans les espaces, dans l'industrie culturelle. Et en ça, c'est une réussite. Est-ce qu'il y a des revues qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, avant de toi-même t'engager sur des lignes de African Art Book Fair ou de Africada ou tout ça? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre conscience de l'importance des publications? Moi, je suis une enfant d'Actuel. Le magazine Actuel, parce que c'est là où, quand on est une jeune fille de banlieue, qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas aller aux États-Unis, qu'on ne peut pas aller en Afrique du Sud, c'était au travers, en tout cas, ce magazine Actuel, on pouvait apprendre différentes cultures de par le monde et avec un vrai parti pris, du vrai journalisme, d'enquête, etc. Il n'y avait pas vraiment de sujet tabou non plus. Il n'y avait pas de sujet tabou. Donc créé par Jean-François Bizot. Voilà, et puis moi j'ai eu la chance de rencontrer Jean-François Bizot, qui nous a beaucoup aidés. Et puis aussi dans le hip-hop, la Radio Nova, c'est la première radio qui accueille tu vois, les jeunes de banlieue pour venir faire des mixtapes, pour venir rapper en live, en direct à la radio. On n'entendait pas du tout ailleurs. Exactement. Et pareil, c'était un peu comme chez nous aussi, tu vois. Donc c'est marrant, tous ces lieux, ces espaces où justement on n'était pas... oui, on était respecté, on était écouté et on pouvait dialoguer avec l'autre d'une manière égale. Et moi, j'ai beaucoup appris auprès de Jean-François. Et Actuel, ouais, ça m'a beaucoup nourri. Et Radio Nova, pareil aussi, musicalement, ça m'a énormément nourri. J'ai pu rencontrer des gens dont j'aurais jamais pu croiser, pour de vrai, des artistes du monde entier. C'est quand même Nova qui invente la sono mondiale. La sono mondiale, c'est quoi? C'est des musiques du monde entier, l'ère de la musique africaine, avec Manu Dibango, avec Ray Lema. Une époque, justement... il n'y avait pas de frontières au sein des cultures. C'était un mélange des cultures, mais de façon respectueuse. Après, il y a une autre revue qui m'a beaucoup influencée, qui m'a beaucoup marquée. C'est la Revue Noire, où en fait, la première fois que j'ai entendu parler des artistes d'art contemporain africain, c'était grâce à Revue Noire. Et mon éducation, même des artistes d'art contemporain africain, je l'ai fait au travers l'histoire de cette revue. Et quand j'ai voulu monter Africada, j'ai été voir Simon Djamil et j'ai dit voilà, j'aimerais bien monter une revue d'art puisque Revue Noire n'existe plus, c'est arrêté. Voilà, il y avait une maison Revue Noire dans le 4e, ça existe toujours ou C'était une galerie. Quand la revue s'est arrêtée, ils ont monté la galerie. Voilà, j'étais allée les voir là-bas. Voilà. Et puis là, maintenant, c'est fermé. Mais aussi, ils ont continué, même en étant galeristes,
Ils ont continué à faire des publications. C'est lui qui m'a aussi fait comprendre l'importance d'écrire son histoire. Parce que quand je vois tous les artistes dont ils ont parlé sont des stars d'aujourd'hui, les Barthélémy Togo, les Pascal Martin Taillou, etc. C'était la première fois que j'entendais dans les années 90 ces noms-là. Et aujourd'hui, ils sont dans les grosses collections, ils exposent dans des grands musées. J'ai vu l'impact et l'importance qu'une revue pouvait en fait quelque part provoquer, faire dans la scène contemporaine. Tu vois. Et c'était très mis en valeur. Moi, ce qui m'avait frappé les premières fois que j'ai vu Revue Noire, c'était cette mise en valeur. Que moi, encore moins que toi, je pense, je n'avais pas du tout accès à la production artistique africaine ou à tout ce qui se pouvait se... Oui, ça n'existait Quand pas. Quand j'ai eu ça entre les mains, ça avait vraiment de la gueule. C'était très bien mis en valeur. Oui, et puis il y avait un ton. Oui. Il y avait un ton, un parti pris. C'est la première fois on parle d'art contemporain africain. Et beaucoup de critiques disent mais non, on ne peut pas parler l'Afrique contemporaine, non, on ne peut pas parler d'art contemporain africain, c'est l'art primitif, ils font de l'art primitif, blablabla. Donc il y a quand même dans le récit, dans le vocabulaire, tu vois, c'est une revue qui a apporté un ton critique sur la manière de regarder l'autre, sur la manière d'écrire sur l'autre. En tout cas, c'est une revue qui m'a beaucoup influencée. Et effectivement, quand j'étais voir Simon Djamil, je lui ai dit ouais, j'aimerais bien monter une revue d'art maintenant qu'il n'y en a plus. Et il m'a dit ouais, mais moi j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est à vous les jeunes de prendre le relais, de prendre la suite, etc., etc. Donc du coup, après, par la force des choses, on n'avait pas le choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Africada ? Africada, le AA, c'est le D, c'est design, architecture et art contemporain. Mais en même temps, toujours cette notion d'Afrique, l'idée c'était d'abattre les frontières, d'abattre la manière dont le continent a été construit, partagé, repensé, et d'ouvrir, la sortir de ces frontières-là. C'est aussi la revue et c'est aussi ça. Par exemple, dans le dernier numéro, il y a des artistes, il y a une artiste japonaise qui est dedans. On a une totale liberté de parler des artistes qui nous intéressent et on fonctionne sous forme de thématique. Ça ne nous intéresse pas du tout de parler de l'actualité. Là, c'est le numéro... C'est le 12. Et au départ, en fait, elle est numérique. Alors, digitale. C'est né quand et comment ? C'est né en 2012. J'avais fait une exposition... je me rappelle plus du lieu, l'ancien nom qui maintenant aujourd'hui s'appelle la Villa Vassilus. La Villa Vassilus, c'est dans le 14e, qui était un espace des artistes surréalistes vers Montparnasse. Et je ne sais plus comment s'appelle, c'était ce centre d'art qui était dirigé par Jean Digne. Et du coup, qui nous avait passé cet espace pour pouvoir faire une exposition d'art contemporain africain. J'étais la commissaire de cette expo et après j'ai rencontré une nana qui s'appelait Carole Diop, qui était journaliste, qui est venue m'interviewer et qui avait un blog. Et je lui ai dit, voilà, moi je travaille sur je suis en train de réfléchir, en train de travailler pour mettre en place une revue d'art contemporain qui serait dirigée par un collectif d'artistes racisés. Elle m'a dit, moi j'ai un blog et tout. Je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas ensemble sur cette revue-là ? Du coup, on a mis en place, on a monté, c'est une association. La revue est dirigée par un collectif d'artistes. C'est comme ça que la revue est née. Et donc au départ, c'était numérique parce qu'on n'avait pas l'argent, on avait 0 subvention, 0 soutien. Même quand on a essayé après de demander de l'argent, on nous a dit oui, mais c'est trop politique, c'est trop communautariste. J'ai dit en quoi c'est communautariste ? Parce qu'on parle que des artistes africains. Je lui ai dit non, on ne parle pas que des artistes africains, mais c'est vrai que 90% des artistes, c'est des artistes soit d'origine africaine, soit de la diaspora, caraïbéenne, afro-brésilien, etc., etc. Et donc du coup, on n'a jamais eu de subvention. Voilà, de qui que ce soit. Depuis qu'on existe. Et après, c'est vrai que la revue, elle est pensée comme un espace curatorial. Et c'est une revue qui est assez conceptuelle, dans le sens où, à chaque numéro, on expose le contenu, en fait, du numéro, à chaque sortie du numéro, dans un espace d'art, qui était aussi une manière aussi de faire découvrir les artistes dont on parlait. C'est ce concept-là qu'on a mis en place d'Act Editorial Live, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les artistes dont on parlait dans la revue, les institutions refusaient d'exposer ces artistes-là, il y avait très peu de galeries,
qui les représentaient. Il y avait très peu de lieux où on pouvait les voir. Et aussi, c'était une manière, au départ, comme la revue était numérique, de rencontrer le public qui nous lisait, de dialoguer avec eux, d'échanger avec eux. Comment aussi et de rencontrer les artistes. De rencontrer les artistes. Les artistes, on les rencontrait. Mais de faire rencontrer le public qui lisait notre revue, de faire rencontrer ces artistes-là. Oui, c'est ça. Et enfin, qu'ils puissent, un dialogue puisse exister, qu'ils puissent découvrir réellement, voir ces œuvres dont on parlait dans la revue. Donc la revue, en fait, elle est pensée comme un espace d'exposition. Et aussi, ce qui nous intéressait, c'était comment proposer des nouvelles façons de théoriser sur l'art. Et comment, à partir de ces nouvelles façons de théoriser sur l'art, on pouvait passer de la théorisation à la pratique. Et comment montrer des nouvelles pratiques artistiques non institutionnelles. Et c'est pour ça qu'on a notre propre agenda, notre propre calendrier, et qu'on ne dépend pas, en fait, de l'actualité, Et ça sort tous les combien? Parce que c'est un boulot énorme, en fait, quand même. Ouais, c'est un boulot énorme. On produit maintenant on produit, comme on est sur papier, on produit 2 numéros par an. Mais avant, on en produisait 4 par an. Il y a 5-6 pages que j'ai pas eu le temps de lire encore hier soir, tard j'y étais. Je l'ai acheté le soir du lancement où des artistes étaient donc présents. Je trouve ça passionnant parce qu'en fait c'est vraiment, même pour des personnes comme moi qui ne sont pas dans le monde de l'art et très connaisseurs ou érudits ou tout ça, je trouve que c'est accessible à tout le monde parce qu'en fait pour moi ça propose un voyage qui est très riche et très vivant. Parce qu'en fait, chaque artiste s'exprime et exprime son univers. Il a un espace sur une ou plusieurs pages où il exprime son univers. Et c'est pas formaté. Il y a une vraie liberté, puisque ceux qui parlent de musique s'expriment avec des mises en page, des mises en forme qui sont très différentes d'un artiste à l'autre. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en fait, il y a des gens qui déconnectent en se mettant devant une série Netflix, ce que je peux faire aussi, mais ça propose une vraie déconnexion parce qu'on entre vraiment dans l'univers de tous ces artistes, des univers très personnels, des univers uniques pour chacun, avec des formes d'art différentes, film, musique, poésie, écriture, peinture, et même des formes d'art indéfinissable, qui mixe un peu tout ça. C'est aussi initiatique, enfin en tout cas pour moi ça l'est, parce qu'on entre dans des approches du monde différentes, qui sont proposées par chaque artiste, qui sont différentes de par des cultures qui sont différentes de la mienne, mais qui sont aussi différentes, mais qui restent accessibles, parce qu'elles sont proposées, expliquées, il y a une invitation à entrer dedans. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très séduisant. Et dans ces approches du monde qui sont différentes, c'est aussi l'univers artistique de chacun qui est différent et qui, évidemment, en tant qu'art, propose une approche du monde qui nous fait bouger les lignes dans l'esprit du lecteur. Ça enrichit, ça ouvre l'esprit, ce qui me semble urgent à l'époque actuelle de travailler là-dessus, par rapport au formatage dont on a parlé plus tôt dans cette interview. Et j'avais envie de te demander, en fait, en ayant lu ça, qu'est-ce que toi tu voulais faire et qu'est-ce que tu ne voulais pas faire avec Africada? Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un positionnement aussi de choses que tu n'avais pas envie de faire, pas envie de reproduire quand vous avez créé ça. L'idée, en fait, pour moi, Africada, c'est un espace politique, mais en même temps, c'est un espace qui appartient aux artistes. Et poétique aussi. Voilà, c'est un peu, tu vois, c'est-à-dire c'est des espaces de résistance qui ouvrent et proposent et offrent en fait à des artistes, à des militants de pouvoir s'exprimer librement et de discuter en même temps avec eux, tu vois, à chaque fois de comment essayer de trouver des façons de transmettre sa pratique artistique, de transmettre sa production intellectuelle. C'est vraiment une revue qui est au service de l'autre. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même une ligne éditoriale qui est très forte et très présente. Il y a ce côté très conceptuel à chaque fois. Par exemple, le numéro d'avant, la thématique, c'était le musée du futur. Suite à une exposition que j'avais faite au sein du Centre Pompidou, et vu l'échec qu'il y a eu de cette exposition, on a transformé, en fait, après, ce hors-série d'Africada comme un musée papier. En disant, voilà, pour nous, le musée du futur, c'est le Paper Museum. C'est le musée papier, parce que dans ce Paper Museum, on peut en fait montrer l'autre autrement. On peut en fait déconstruire des formes de récits, proposer des contre-récits que forcément, dans les espaces muséals classiques conservateurs, aujourd'hui, c'est impossible. Et aujourd'hui, le Paper Museum te permet de faire tout ça.
C'est-à-dire que tu as plus de liberté dans un musée papier que dans un musée classique où il y a beaucoup d'argent, en 3 dimensions, etc., etc. Et pour moi, Fricada, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire qui effectivement, le collectif d'artistes, on expérimente des choses, des pratiques artistiques qui marchent. Des fois, ça ne marche pas du tout. On essaie de théoriser sur nos pratiques artistiques. Et une fois théorisé, on essaie de voir comment, en fait, cette théorisation va agir sur l'autre, sur l'individu ou dans un espace. Comment elle va se manifester autrement. Qui est aussi une manière de repenser les revues du XXIe siècle. Comment une revue, en fait, au XXIe siècle, peut... c'est-à-dire que la personne qui est au contact de la revue, eh ben, ça peut provoquer, faire bouger des choses intérieurement. Par exemple, cette thématique de l'entre-deux-mondes. Oui, parce qu'on n'a pas donné le thème de ce numéro. Le dernier numéro, il porte sur l'entre-deux-mondes, l'art comme arme de guérison. Et en fait, l'entre-deux-mondes, c'est un projet qu'on avait commencé à expérimenter à la colonie, qui était plutôt une programmation que j'avais faite de performance, qui était de rendre hommage à Édouard Glissant dans le tout-monde. Et en réfléchissant jusqu'au bout du truc, en poussant le truc à l'extrême, en disant oui, mais dans le tout-monde, il y a l'entre-deux-mondes. Et l'entre-deux-mondes, ce que nous, on appelle par l'entre-deux-mondes, parce qu'à chaque fois qu'on utilise un terme, on essaye aussi, la mission de la revue, c'est de le redéfinir. Par rapport à qui, par rapport à où l'on parle, et le terme qu'on va utiliser, à quoi ça correspond, et comment on se réapproprie ce terme, et comment on le redéfinit, nous, par rapport au discours qu'on a envie de mettre en place. En disant, voilà, l'entre-deux-mondes, pour nous, ça représente en fait le monde des initiés. Le monde, en fait, quelque part, des rites, de nos ancêtres. C'est pour nous, pendant la période coloniale, c'est un des espaces qui n'a pas été pollué. C'est un des espaces qui a très peu été colonisé, parce que pour rentrer dans cet entre-deux-mondes, pour rentrer dans cet espace, soit tu es un initié, soit tu es invité par un initié qui t'initie à certaines pratiques, à certains rites. Mais tu ne peux pas venir violer comme ça cet espace. Voilà, qui est invisible quasiment pour ceux qui ne le connaissent pas. Exactement. Et nié souvent ici. Oui, ou même qui a été longtemps folklorisé par les anthropologues quand ils ont été découvrir l'autre, poser leur caméra, filmer les rites, etc. Et tout. Il y a beaucoup de choses qui leur ont échappé. Parce que quelque part, les rites, c'est aussi se poser la question de la réappropriation. En disant, ouais, en ce moment, tout ce qu'on produit, les institutions, ils récupèrent, ils aspirent tout, etc. C'est comme des machines, ça va super vite, ça va plus vite que nous. Et l'idée, c'était comment, justement, créer des espaces de résistance, des espaces où, en fait, si tu n'es pas invité, si tu n'as pas été initié, ou si tu ne portes pas ça en toi, tu ne peux pas venir prendre comme ça. Tu vas prendre quelque chose, mais tu ne vas pas prendre l'essence. L'essence, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on a, toute l'année, là, on travaille sur cette question du care, du soin, prendre soin de l'autre, prendre soin de la collection. Qu'est-ce que ça sous-entend dans une société aujourd'hui très individualiste, où on monte les pauvres contre les pauvres, les uns contre les autres, les migrants, etc. et tout. Nous, on se dit, bah non, il faut plutôt repenser la relation à l'autre. L'autre, cet autre qu'on ne connaît pas, qui est différent de nous. Comment on peut prendre soin de cet autre-là qui est différent. Nous, à un moment, on s'est dit, oui, effectivement, à un moment donné, on nous a appris que tous les rites, tous ces choses-là, c'était le folklore, qu'il ne fallait pas du tout en parler, qu'il ne fallait même pas du tout questionner, que c'était has-been, etc., etc. Parce qu'en fait, la solution, elle se trouvait là pour nous. La force, elle se trouve là. C'est là où on peut puiser une énergie, c'est là où on peut se renforcer, se soigner. Se ressourcer dans ces espaces-là. Dans ces espaces où longtemps, on nous a dit que c'était des espaces de folklorisation qui ne servaient à rien et que c'était... Il fallait plutôt regarder ce qui se produisait, ce qui nous était montré, présenté par l'Occident. Monde matérialiste. Voilà. Ça questionne en fait toute cette problématique, tu vois, de oui, pourquoi aujourd'hui on doit prendre soin de l'autre ? Qu'est-ce que c'est que prendre soin de l'autre ? Tu vois, mais pas d'une façon à l'occidentale, mais d'une façon comme nos ancêtres le pratiquaient. Tu vois, prendre soin de l'autre, ça veut forcément dire que ça incarne des valeurs de générosité, de solidarité,
c'est aussi ça, prendre soin de l'autre. C'est être solidaire de la cause de l'autre. Même si moi j'ai des papiers, même si moi je vis une certaine condition, eh ben, je vais être solidaire de la cause de l'autre. Même si moi je ne suis pas transgenre, eh ben, je vais être solidaire de l'autre. C'est ça, prendre soin de l'autre. Et aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire comprendre ça, à faire passer ces messages-là, tu vois, c'est et non pas à se dire voilà, l'autre c'est l'ennemi, attention, le grand remplacement, les révisionnistes, c'est comment à partir de quand soi. C'est pas l'ennemi, si c'est pas sa propre cause, il y a souvent l'indifférence aussi. Oui, mais l'indifférence c'est une manière de se voiler et c'est le déni en disant non mais moi ça me regarde pas, et c'est une manière au contraire que je trouve même encore plus difficile, plus dur. Je préfère quelqu'un qui me dit oui, je t'aime pas parce que tu es différent de moi, que quelqu'un qui fait comme si je n'existais pas, que j'étais invisible, qui nie totalement ma présence, qui nie ma production intellectuelle et artistique. Je préfère quelqu'un qui me dit non, je la connais, mais je l'aime pas, je la déteste. Oui, parce qu'au moins, il reconnaît qu'elle existe. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Et par rapport au monde de l'éducation, par rapport à la question décoloniale et réécrire le récit en faisant participer tous les protagonistes de ceux qui ont vécu toutes ces périodes, est-ce que vous avez des contacts au niveau des militants, des personnes qui travaillent sur ces questions-là? Est-ce que vous avez des contacts avec le monde de l'éducation, avec ceux qui font les manuels scolaires, avec les universités? Est-ce que c'est ouvert ou pas du tout? Déjà, dans le mouvement décolonial, il y a des profs. Et il y a des profs qui sont conscients que la manière, par exemple, dont l'histoire de France est enseignée, c'est problématique. Il manque des pans de l'histoire. Il y a des vides à combler. Comment on comble ces vides-là? Oui, effectivement, il faut produire. Il faut faire des films, des livres, des formes comme ce que fait Françoise Vergès, des universités populaires ouvertes à tous pour venir apprendre. Chacun dans son quotidien, on essaie de transmettre autrement le peu de savoir qu'on a. Pour terminer, quels sont tes projets et quels sont tes souhaits pour l'avenir? Mes projets, je travaille sur 2 films là. Un sur l'histoire des Ladies Night. Comment à partir de ce groupe, on peut raconter aussi l'histoire d'un certain féminisme issu des jeunes filles de la banlieue. Donc je travaille, j'en ai marre d'écrire, de réécrire. Maintenant je suis sur ça. Ça fait quand même 8 ans que je suis sur le projet. Moi je mets beaucoup de temps pour faire des films. Tu vois, Calypso, ça m'a pris 5 ans à chaque fois. C'est toujours... c'est une galère. Et puis en même temps, quand tu es dans la précarité, tu fais 50 millions de choses. Tu travailles un peu... Là, je ne travaille plus à la colonie. Mais en tout cas, les questions de transmission et d'enseignement m'intéressent à fond. Je suis à fond dedans. Et donc tes souhaits? Mes souhaits, c'est... Mes souhaits, en fait, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un espace à nous pour pouvoir expérimenter. Tu parles, nous, le collectif? Ouais, le collectif Africada, ou même qu'il y ait un lieu pour les militants, qu'on puisse produire, montrer, proposer, ce qui n'est pas le cas ici en France. On n'a pas de... Il y a un lieu pour respirer, j'aime beaucoup ce lieu. On est en résidence là pendant 1 an là-bas, j'adore. Parce que le lancement d'Africada a eu lieu avec les artistes. Voilà, et c'est un lieu qui, pendant qu'il se fait, il se pense en même temps. Tu vois, c'est un peu ces nouveaux tiers-lieux qui essaient de proposer, qui sont... parce qu'un lieu pour respirer, c'était l'ancien CASMA, qui était un centre d'art, qui était dirigé par Olivier Marbeuf, un commissaire brillantissime. J'adore son travail, j'adore son écriture. Il est en résidence là aux ateliers Médécie, il a fait venir un collectif d'Haïtiens à Montfermeil et c'est juste incroyable le travail qu'il fait. Et c'est lui qui dirigeait le centre d'art. Déjà, il n'y a pas beaucoup de racisés qui dirigent des centres d'art, c'était un des premiers, un des seuls. Pour moi, c'est un des premiers centres d'art qui parle de la question décoloniale d'une manière pertinente, très avant-gardiste, etc. Et du coup, ils sont battus pour garder le lieu, payer le loyer pas cher, et repenser le lieu, que ça soit un lieu indépendant, qu'il soit ouvert, mais pas qu'à l'art. Tu vois, il y a aussi des sans-papiers qui viennent, à côté, il y a un hôtel de femmes qui, avec des enfants qui sont dans la précarité, qui viennent aussi dans un lieu pour respirer, on fait plein de choses ensemble, la cuisine, c'est différentes associations et collectifs qui gèrent maintenant le lieu. Il n'y a pas de ligne éditoriale, il n'y a pas de directeur artistique, on s'apprend mutuellement et c'est l'autogestion, quoi.
Et ça aussi, on a expérimenté, c'est très intéressant aujourd'hui. Comment faire autrement, comment proposer des tiers-lieux, des espaces militants où l'art, les questions, les urgences sociétales peuvent se retrouver et se questionner. Par exemple, ils ont aussi hébergé, tu vois, des gens, des artistes qui étaient SDF, qui n'avaient pas où dormir. Il y en a certains qui ont habité là-bas. C'est aussi ça, tu vois. Voilà. On répond aux urgences. Donc le lieu, ce qu'il peut faire avec les peu de moyens qu'il a, parce qu'il y a zéro moyen. Là, on est tous, c'est du bénévolat, etc. et tout. On essaye de faire bouger les lignes, de proposer d'autres lieux autres que des lieux institutionnels où si t'es pas un tel, si t'as pas ceci, tu peux pas avoir accès. Tout le monde est le bienvenu. C'est un peu comme la colonie. Tout ce qui est produit, tout ce qui est proposé à la colonie, tout est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir apprendre, tout le monde peut venir écouter. Les gens peuvent même proposer des choses à la colonie. Et c'est gratuit. Le site internet pour commander la revue. On a un distributeur sur Amazon. Sur Librairie Indépendante. Peut-être aussi qu'il l'a mise. On a un distributeur diffuseur qui nous aide. On a fermé le site Africada parce qu'en fait, on veut ouvrir une plateforme de l'African Art Book Fair. Donc c'est l'African Art Book Fair qui va héberger la revue Africada. Puis la lutte continue et puis en ce moment c'est dur. On peut pas s'arrêter, quoi. Là c'est très 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 dur. Voilà. Mais la note positive, c'est que tu ne te résignes pas. Non, je ne me résigne pas. Tu as plein de choses en cours pour ne pas rester dans la torpeur de cette période difficile. Oui, et puis qu'on fait des choses et que collectivement ça bouge. Et les gens sont en train de prendre conscience que c'est important. Ensemble, on est plus fort. Et ça, c'est super. Et c'est ça qu'il faut encourager. Et c'est vers là où il faut aller. Et d'ailleurs, il faut s'accrocher à cette branche-là du faire ensemble. Et d'ailleurs, sur l'African Art Book Fair, sur la dernière édition, il y avait aussi tout un travail avec 200 enfants. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'est magnifique. Donc ça fait partie de tout ce qui sort de tout ce que tu fais et de ce que vous faites ensemble et qui est c'est magnifique. un travail, on peut dire, dans l'ombre par rapport aux gens qui sont ici. Oui, non, ils connaissent. Mais qui est un travail extraordinaire de terrain et de Mais tu vois, par exemple, tu parlais de stratégie, de cette obsession d'être visible, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait cette obsession, on voulait absolument être visible, donc on a fait plein de choses avec les institutions. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte aussi, avec cette question de réappropriation, qu'il fallait qu'on change de stratégie. Et que du coup, Africada, on a décidé d'être dans le secret. C'est-à-dire que cette question de visibilité, tu vois, elle est passée au second plan. Puis ça fait 2 ans qu'on travaille comme ça. C'est vrai, il y a plein de gens qui disent oui, c'est dommage, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas, tout ça et tout. Je dis oui, mais quand les gens ils veulent avoir des infos, ils cherchent, ils trouvent. Et il y a des gens qui nous trouvent. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette histoire à Dakar avec les enfants, j'étais très touchée. À un moment, j'ai failli avoir les larmes aux yeux parce que on fait l'African Art Book Fair dans des conditions difficiles. On n'a pas beaucoup de subventions, c'est vraiment... Le collectif, c'est l'énergie, c'est le militantisme. On doit faire parce que ça doit se faire. Et c'est vrai que l'année dernière, là, cette expérience avec les 200 gamins, avec des gamins qui avaient entre 5 ans et 13 ans. Et l'idée, c'était de leur faire un livre d'artistes. Et quand tu vois comment ils écoutaient, tu vois, l'artiste qui était en train de faire le workshop, l'atelier, etc. Nadia Valentine, c'était incroyable. Ils étaient vraiment à l'écoute. Il n'y avait pas genre on fait n'importe quoi, on crie, on n'écoute pas, on se tend l'air. C'était genre, ils écoutaient. Et à la fin, ils étaient tous heureux parce que pour certains, c'est-à-dire tu produis un livre alors que chez toi, tu n'as jamais eu de livre chez toi. Tu n'as pas de livre dans ta maison. Pour des gamins qui n'ont jamais eu de livre chez eux et de ramener un livre, ils ont fabriqué eux-mêmes. Mais c'est juste un truc de dingue. On ne peut pas savoir comment... pour nous, parce qu'on a l'habitude, on vit dans des livres. Tu vois, moi, j'ai des cartons de livres partout, comme etc. Beaucoup de choses qu'on a en France, on a l'habitude. Et on se rend pas compte qu'il y a une grande partie du monde qui n'a pas accès à tout ce qu'on a. Oui, il y a des gamins, tu vois, c'est-à-dire tu rentres dans plein de maisons aujourd'hui, même ici en France maintenant. Hein, tu vois, dans certains quartiers, tu rentres dans plein de maisons, il n'y a pas de livres. Donc tu vois, tu as un gamin qui vient, qui fait un atelier, tu vois, pendant la Biennale de Dakar, et à la fin de l'atelier, il rentre chez lui, il ramène un livre, et c'est qu'il a fait lui-même, c'est son histoire, avec ses dessins, avec des collages, des trucs qu'il a bricolés, et c'est le premier livre qui rentre dans la maison. Et ça, c'est juste magnifique.
Et du coup, ça vaut le coup de se battre pour ça aussi. Quand on voit des choses comme ça, quand on est au contact des choses comme ça, même si on galère, même si on est dans la précarité, ça vaut quand même le coup d'être dans le faire et de ne pas attendre d'avoir les moyens pour pouvoir faire des choses, pour faire bouger les choses. Pascale Obollo, merci beaucoup. Ouais, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Pour cette longue interview et tout ce monde très riche que je suis ravie que tu nous donnes l'occasion de partager. Bonne continuation. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.